Vous êtes nombreux à nous suivre depuis Kouarfa, Tempégré et Tchakalako. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, l'état des lieux de l'inclusion numérique au Bénin. Le gouvernement a doté 3 centres de promotion sociale de salles numériques entièrement équipées pour handicapés visuels. Rebecca Kendjan-Rondé et son équipe nous emmènent dans le littoral, le Mono et le Borgou pour le constat. Son mandat était prévu pour durer 5 ans, mais elle n'en a fait que 2. Marie-Rose Merhintos-Singbo, précédemment secrétaire exécutif de la mairie de Banté, a tragiquement perdu la vie le 14 décembre dernier. L'Institut national de la femme est décidé à faire la lumière sur le dossier. Et depuis hier, les couleurs culturelles du Bénin, d'Afrique et du monde se condensent à Ouida. La cité historique est le théâtre de mixage de rythmes, de danse, de tradition et de création artistique. C'est à l'occasion du Carnaval international de Ouida. On y fait un tour dans quelques instants. Bienvenue à cette édition du dernier vendredi de 2023. Cette année va-t-elle se refermer avec tous les goulots d'étranglement d'une administration entièrement modernisée? Au ministère de la décentralisation, les cadres souhaitent une meilleure gestion des courriers et courriels. Et pour ce faire, ils ont tenu hier une réunion de travail avec des chefs services des préfectures. Arnaud Adadja, Igor Ayasso. La bonne gestion de la messagerie électronique préoccupe les agents du ministère de la décentralisation. Ces agents et cadres se sont réunis pour donner un coup d'accélérateur à la dématérialisation de leur administration. L'État nous a doté des mails professionnels pour échanger de façon professionnelle entre nos différentes entités. Mais nous avons remarqué que ces mails ne sont pas très utilisés, bien que étant créés pour la plupart d'entre nous. C'est donc pour tirer davantage profit des multiples avantages que procure l'outil numérique que ces échanges se déroulent. Et donc cette année, nous voudrions que vous, CSI et CS4, soyez un peu les porte-voix, les porte-flambeaux de ces deux applications, de ces deux outils au niveau de nos préfectures. Dans cette vision, beaucoup d'activités ont été initiées pour la transformation digitale de notre administration. Ainsi, cet atelier dont le but cadre bien avec cette ambition du gouvernement vous permettra d'adopter une approche plus dynamique dans la gestion des courriers et courriels pour une modernisation plus prononcée de l'administration. C'est la 3e session du genre. Elle constitue une rencontre qui rentre dans le cadre de la politique nationale de la décentralisation et de déconcentration. Le numérique, un allié incontournable aujourd'hui donc pour tout État désireux d'aller vite et bien. Et c'est un secret de Polichinelle. Le gouvernement béninois en a fait l'un des secteurs prioritaires depuis 2016 avec un accent particulier accordé à l'inclusion. En preuve, la dotation de 3 centres de promotion sociale en salle numérique entièrement équipés pour personnes à handicap visuel. Dans ce reportage, on vous emmène sur 3 de ces sites dans le littoral, le Mono et le Borgou. Vous allez le voir, le digital augmente la capacité à oublier son handicap. Rebecca Kendjan-Rondé chez la Kwaiko. Concentration. Écoute attentive, puis exécution de la tâche. Nous sommes au centre de promotion des aveugles de Parakou. Et ici, le numérique n'a plus de secret pour ses apprenants. Parce qu'on avait eu la salle numérique, c'était la joie partout. Puisque sans ça, d'abord, on était beaucoup ennuyés. Mon maître, c'est M. Joseph Moussa. Il m'a enseigné. Premièrement, il m'a appris d'abord les différentes parties de l'ordinateur. Et il m'a appris le nombre de touches, la disposition des touches. Et j'ai précédé d'abord par l'apprenti clavier. Ici, le principal outil de travail est le clavier. Unique challenge pour ces élèves, la maîtrise parfaite de chaque lettre et chiffre. Grâce à cette maîtrise, ils accèdent au synthétiseur vocal. Le lecteur d'écran va ensuite récupérer l'information textuelle pour la restituer vocalement à l'utilisateur. Les cours que nous fournissons ne sont pas différents de ceux ordinairement fournis, à savoir l'informatique de base, l'exploration de l'environnement Windows, le traitement de tests à travers Word. Mais ici, la particularité, c'est l'apprentissage
axé surtout sur la maîtrise du clavier. Parce que vous constatez, avec moi, nous n'utilisons pas la souris. Donc la connaissance du clavier s'impose, puisque c'est à travers le clavier que nous arrivons à interagir avec notre outil vocalisé. L'inclusion numérique, ce processus qui vise à rendre le numérique accessible à chaque individu, peu importe sa mobilité, est donc une réalité au Bénin. L'inclusion, c'est une question de justice sociale, une question d'équité, parce que nos tests, et d'ailleurs tous les tests que le Bénin a ratifiés, disent clairement que nous sommes tous égaux devant la loi. Mais il se fait que, comme on le dit vulgairement chez nous, les 5 doigts ne sont pas égaux. Il faut des gestes d'équité pour participer davantage à l'évolution de leur communauté. C'est un processus très important. Vous voyez, la personne handicapée, surtout la personne handicapée visuelle, si je vais prendre ce cas-là, est déjà isolée de la société, puisqu'il est contraint à n'utiliser que l'écriture braille. Je ne pourrai pas échanger avec vous si je n'utilise que l'écriture braille. Ces salles d'apprentissage sont installées depuis 2022 et ce, dans 3 régions du pays. Parakou dans le Borgou, Djanglamé dans le Mono, puis Segbea dans le littoral. Quelques années auparavant, ce n'était pas possible à une personne handicapée visuelle de se mettre devant l'outil informatique, soi-disant qu'elle manipule. On a fait un grand pas dans le sens que ces ordinateurs que nous avons, les dotés du système macOS, c'est l'ordinateur le mieux adapté pour une personne handicapée visuelle. Parce que la navigation y est fluide par rapport à ce que nous faisons avec le système d'exploitation Windows. Le numérique se positionne aujourd'hui comme un puissant levier pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Cette volonté politique du gouvernement béninois de doter les centres de promotion sociale d'outils numériques pour handicapés visuels est prévue pour s'étendre à tous les départements du Bénin. Quelles sont les réelles circonstances de sa mort? Ces révélations la veille de sa disparition sont-elles fondées? Autant de questions que l'on se pose après la disparition tragique de l'ancienne secrétaire exécutive de la mairie de Banté. L'Institut national de la femme est bien décidé à faire la lumière sur la mort de Marie-Rose Merintho-Singbo. La présidente de l'INF dénonce et déplore les difficultés auxquelles des femmes secrétaires exécutives font face dans certaines mairies dans l'exercice de leurs fonctions, suivant les propos du guet Bokpenyakadja. Le Bénin, sous l'impulsion du chef de l'État, s'est engagé dans la promotion du leadership féminin, notamment dans l'arène politique. Cette volonté a été manifestée de façon très concrète à travers des mesures institutionnelles et législatives, y compris des mesures temporaires spéciales, à la faveur desquelles plusieurs femmes, dont les capacités et les compétences sont avérées, ont été nommées secrétaires exécutives dans nos mairies. Mais force est de constater qu'elles rencontrent de sérieux obstacles à l'exercice de la gouvernance locale en raison du fait qu'elles sont du sexe féminin. Maintenant, c'est le décès de la secrétaire exécutive de la mairie de Banté que nous déplorons. La loi a donné à l'Institut national de la femme le pouvoir de s'autosaisir au sujet de tout fait relevant de sa compétence. C'est en vertu de ce pouvoir que l'Institut national de la femme a saisi le procureur de la République près la juridiction compétente pour ouvrir une enquête et faire la lumière sur ce dossier, afin que toutes les responsabilités soient situées, que les infractions commises soient punies avec la dernière rigueur et que toutes autres procédures civiles, administratives ou de tout autre ordre soient engagées. Tout témoignage de nature à aider à la manifestation de la vérité, aussi bien dans le dossier du décès de la secrétaire exécutive de la mairie de Banté que dans les cas de démission, de harcèlement moral, sexuel ou de menaces déjà enregistrés, sont vivement sollicités et l'anonymat garanti par l'Institut national de la femme.
Et l'Union progressiste Le Renouveau reste préoccupée par les dissensions internes qui opposent les maires et leurs secrétaires exécutifs. La haute direction du parti a initié une séance de concertation dans le but d'échanger avec les élus communaux de cette formation politique. Nous vous proposons de suivre ici les explications de quelques responsables du parti au micro de Renaud Akakpo et Benjamin Denayan. Le parti, sous l'égide de la haute direction politique présidée par son président, son excellent le professeur Joseph Fifa Benjogbenou, a bien voulu recevoir l'ensemble des maires unions progressistes ensemble avec quelques députés femmes pour que nous puissions les écouter, voir quelles sont leurs difficultés dans la collaboration avec les secrétaires exécutifs femmes, quelles sont les suggestions qu'ils peuvent faire pour que nous, en tant que parti politique, nous puissions savoir quelles sont les dispositions que nous devons prendre, les recommandations que nous devons faire à l'endroit de l'ensemble de nos maires qui sont à la tête des communes que nous contrôlons. Nous sommes dans une démarche d'anticipation pour que rien n'arrive qui puisse venir après écorner l'image de notre parti politique. Je voudrais remercier le président du parti qui a vu juste en invitant les maires UP qui ont des femmes à une concertation. Je suis venu en ma qualité de président de la NCB pour assister à cette séance parce que UP, je crois très bien que nous avons eu des échanges qui rassurent. Le parti travaille à renforcer la position des femmes. Donc il en saurait en être autrement pour la question des femmes SE. Et c'est ce que nous avons pu dire à nos collègues maires aujourd'hui qui ont compris, qui le font d'ailleurs déjà. Je voudrais les inviter à faire plus, à faire en sorte que, un peu comme aujourd'hui dans le cas de la cantine scolaire, les gens viennent au Bénin et voir comment ça se fait. Un peu comme dans le cas de la propriété de nos villes aujourd'hui, les gens sont contents de venir au Bénin. Que les gens viennent aussi copier cette réforme de la décentralisation pour dire au Bénin, ils font beaucoup d'efforts et ils ont appris à innover. Ça va changer beaucoup de choses parce que au cours de cette séance, la vice-présidente de la République a prodigué beaucoup de conseils et le président du parti et nous-mêmes, certains collègues, membres de la haute direction, nous avions prodigué des conseils à ces collègues maires et ils ont compris qu'aujourd'hui, même dans leur comportement, dans leur langage au quotidien, ils doivent faire très attention pour éviter tout débat sexiste et tout comportement qui peut être traité ou assimilé à de l'harcèlement sexuel. Réduire le nombre de pistes rurales au niveau des frontières. Voilà l'une des stratégies du gouvernement pour une meilleure sécurité de la population. Une politique qui est saluée déjà par l'association béninoise des communes frontalières. Firmin Bassao a d'ailleurs pu recueillir les impressions du président Simon Adebayo-Dinan, qui est par ailleurs le maire de la commune de Pobé, suivant un extrait de son intervention. Le gouvernement a sa politique. Une politique qui mérite d'être accompagnée. Dans le même temps, je pense qu'en tant que répondant de ces populations frontalières, nous avons eu le privilège, nous avons eu la grâce de faire des tournées dans ces communes frontalières. Et cette question est revenue plusieurs fois. Nous avons essayé quand même de calmer la population. Nous continuons de les sensibiliser par rapport à cette décision du gouvernement. Nous avons commencé par rencontrer les responsables au haut niveau. Nous avons des propositions à faire au gouvernement. Le gouvernement a sa vision, mais dans le même temps, je pense qu'on peut faire des propositions pour améliorer. Et je pense que nous sommes en train de faire la démarche pour rencontrer le président de la République. Je peux vous confier que tous les acteurs que nous avons rencontrés à la date d'aujourd'hui ont compris l'enjeu, ont compris nos plaidoyers. Et puis, je pense que la dernière étape, c'est de rencontrer le président de la République. Je voudrais donc profiter de cette occasion pour rassurer les populations des communes frontalières que toutes ces décisions ne sont pas prises contre elles. Et nous, qui sommes les élus, à la base, nous travaillons pour parfaire cette décision et nous sommes sûrs que le président de la République, étant toujours à l'écoute de sa population, va nous écouter et les meilleures propositions que nous allons faire seront quand même prises en compte pour le bonheur de nos populations, surtout dans les zones frontalières.
Mettons à présent le cap sur Tukuntunam, commune située au nord-est du Bénin, où se trouve un commerçant qui revend de la farine de manioc au Burkina Faso après l'avoir acheté chez les petits producteurs de la commune, et ceci sans avoir jamais eu affaire au Fonds national de développement agricole. Lorsque Ghislain Poguet et Simon Vignon entreprennent de le sensibiliser sur le FNDA et ses bienfaits, voici ce qu'il répond à nos reporters. Ça fait déjà près de 3 ans que je me suis lancé dans l'activité du gari. La commune de Tukuntunam est la plus qui produit du gari et moi j'achète et je revends. J'étais technicien en électricité et j'ai aussi le permis de conduire. J'avais ma camionnette où je faisais les activités. Je prenais au préalable les femmes pour les amener à Tangueta pour qu'elles vendent leur gari. Donc, vu leur souffrance, je me suis mis dans l'activité pour acheter et je les achète ça ici à la maison et moi je transporte ça moi-même. Je peux féliciter le gouvernement de Patrice Guillaume Athanase Talon parce que s'il était au pouvoir, je serais un grand technicien en électricité. Parce que le gouvernement antérieur, ils nous ont utilisé parce que depuis 2006, moi j'ai le DTI en électricité. J'ai représenté le Bénin à la CDJS, des 16 pays de la CEDEAO. Et je fus encore premier. Mais on n'a jamais voulu nous mettre dans la fonction. Donc ce qui a fait que je me suis lancé dans l'aventure. J'ai quitté Natemou, je suis venu m'installer à Tukuntunam. J'avais une camionnette, donc j'ai commencé par les transporter. Donc tous les lundis matin, nous allons au marché, on revient le soir. Parfois quand elles vont, pour vendre c'est difficile. Donc moi j'ai tissé mes relations et je les achète ça ici et j'envoie ça au Burkina. C'est mes propres fonds que j'ai pris, que j'ai investi, mais je vais à petits coups. Or, si j'avais un peu de fonds, j'allais aller plus loin que ça. J'entends parler de l'FNDA. Je vais m'investir pour multiplier la croissance de mes activités. Parce que à l'heure là, ils veulent près de 200 sacs. Mais j'ai l'argent de 150 sacs. Si je veux demander un prêt, c'est minimum 5 millions. Tout est assaini. Hier, j'étais assis, ma carte, je veux la carte CIP, c'est un appel, c'est là. Je veux n'importe quel papier de mon enfant à la mine, ça ne fait pas 48 heures. C'est ça un gouvernement. Vous voyez, Natemou, c'était une poubelle. L'école que moi j'ai fréquentée, quand Guillaume Patrice Talon a pris le pouvoir, il a passé le programme Alphatage. Le goudron est directement jusqu'à l'école. Mais depuis Kérékou, nous n'avons rien vu. Moi, je suis conscient qu'il n'y a personne à l'heure là qui pourra prendre de l'argent à mener quelque part. S'il prend ça à 8 heures, à 10 heures, il va répondre. Et là, c'est ça un gouvernement. Un président reste un président. Et moi, je le félicite dans ses œuvres. Et si je peux même l'écrire, je vais l'écrire, le féliciter. Un futur bénéficiaire sans doute des nombreux bienfaits du FNDA, le Fonds national pour le développement agricole. L'espoir renaît pour la filière EVA au Bénin. Les acteurs se mettent ensemble pour mieux promouvoir le secteur. Ils viennent de mettre sur pied l'association des producteurs d'EVA du Bénin. C'était à la faveur d'une assemblée générale constitutive à Tori, sous les yeux de Ernest Tétégou et Amandine Agnamboso. L'EVA, l'arbre à caoutchouc, il est largement cultivé dans les régions tropicales. À l'instar d'autres pays, le Bénin produit cette espèce et en fait une filière prometteuse. Et pour des résultats accélérés, les acteurs décident de fédérer leurs efforts. L'EVA est la seule culture au monde dont le revenu est mensuel et dure au moins 50 ans. Chers promoteurs, l'espoir renaît de plus vif avec la présence des partenaires pour nous soutenir désormais à toutes les étapes de développement de nos plantations. Vous avez beaucoup de mérite à vous atteler au travail et avec la plus grande conscience. Vous savez, se mettre ensemble pour travailler, c'est bon.
Mais il y a un minimum de règles qu'il faut respecter. L'association des producteurs d'EVA du Bénin ambitionne de défendre les intérêts de ses membres et faire de la filière un levier de développement. Et pour atteindre ces objectifs, elle peut déjà compter sur un nombre important de partenaires et le gouvernement. Le groupe AgroSource prévoit d'accompagner la filière à travers un préfinancement, le don de matériel de saignée pour les producteurs, un accompagnement dans la fourniture de produits phytosanitaires et d'engrais spécialement destinés aux plantations d'EVA, la mise en place d'outils de suivi pour leur traçabilité sur la chaîne d'approvisionnement, la formation au métier de l'EVA culture et aux bonnes pratiques agricoles, la sensibilisation de tous les acteurs à la protection de l'environnement. Le gouvernement du président Patrice Talon met un point d'honneur sur la diversification agricole. La plupart de ceux qui sont ici présents ont déjà des plantations saignables. Nous avons un partenaire qui dit « Je viens vous aider à récolter, à rentrer sur le marché, mais en même temps à vous accompagner pour moderniser vos plantations et surtout pour contribuer à l'émergence de cette filière-là au Bénin. » Le Bénin compte aujourd'hui une quarantaine de producteurs d'EVA. L'association des producteurs d'EVA du Bénin est dirigée par un bureau de 7 membres avec à sa tête Moutalibi Adekambi. Et j'en parlais tantôt en titre, le top est donné depuis hier pour le carnaval international de Ouida, en abrégé CIO. Les carnavaliers proviennent de la Martinique, de la Guadeloupe, de plusieurs autres pays et bien entendu du Bénin. Pendant plusieurs jours, ils vont être au centre de plusieurs événements culturels à travers la cité historique. Arnaud Adadja et Patrick Nemavo pour les précisions. Une animation symbolique qui réserve d'autres animations en perspective. Signale le démarrage d'une manifestation qui réserve des spectacles d'une trentaine de temples vaudous. La ville nous a choisi pour honorer la terre sacrée de Guéléoué. Et nous sommes fiers que le pontife d'Ambokouno a coordonné toute l'opération culturelle vaudou de la phase préparatoire jusqu'à la réalisation et est venu ici marquer encore et rehausser l'événement de sa présence. Nous lui disons merci avec tous ces dignitaires, Mitor Passeno, tous les chefs de famille et de collectivités. 30 ans après Ouida 92, Martiniquais, Guadeloupéens, Caraïbéens et Béninois se réjouissent de consolider à nouveau les liens avec leurs réalités ancestrales communes. On était présents ici au mois d'août pour le Justina 2023. Nous avons vécu une expérience magnifique et aujourd'hui, revivre ici la naissance du carnaval, c'est quelque chose qui sort des entrailles. Le carnaval de Ouida, c'est pas seulement un carnaval, c'est l'affirmation forte de la puissance de la culture africaine. Nous sommes venus là non pas seulement pour être dans la rue le jour du carnaval, mais aussi être en phase et en lien avec des institutions populaires. Les projecteurs sont donc tournés vers Ouida. Le public est invité. Et peut-être sera-t-il présent au carnaval international de Ouida ou pas. Sagboran Danialo, l'homme orchestre, se livre aujourd'hui à nous. Il nous parle à cœur ouvert de ses débuts et bien entendu de quelques souvenirs aussi. C'est le tour musical que nous propose cette page magazine culturelle de l'année 2023 avec Patrick Diosso et Igor Ayosso. Le 11 décembre 1951, notre doyen de la musique est venu au monde. Le législateur a dit vers 1951. Le réformiste a dit 1er janvier 1951. Une chose est sûre, je suis né vers. Je ne connais pas l'année, mais je connais le jour. Parce que j'ai un nom saint. Mon nom dans le Coran, c'est Daniel. Dans la Bible, c'est Daniel. C'est un 11 décembre. Mais ma maman me dit, c'est le jour, le premier avion est passé sur Ekpé, que le lendemain qu'elle a accouché. Quelle année? Je ne sais pas. Je suis né Daniel, je n'ai pas un nom d'artiste. Mon nom d'artiste peut-être c'est l'homme orchestre. J'ai fait le chœur coranique, j'ai chanté le Coran dans un morceau. Mon père a été converti, mais moi je suis né musulman. Je ne suis pas arabe, je ne suis pas yoruba, je suis Khouran, mais musulman quand même. J'ai commencé l'école par l'école catholique
dans mon village. Parce que je suis né chez ma maman. Chez ma maman, tous ses frères sont catholiques. Donc j'ai fait l'école catholique. Après l'école catholique, j'ai fait l'école coranique. Avant d'aller faire l'école publique de l'État. Quand j'allais à l'école catholique, on nous a interdit d'aller assister aux cérémonies vaudou. Enfin, tous les soirs, tous les week-ends, les gens jouent, ils font de la bonne musique. Le maître nous a interdit d'y aller. Mais moi, j'y vais souvent. Et un lundi, le maître a demandé qui sont ceux qui sont allés voir vaudou hier. Je n'ai rien dit. Les camarades ont dit Danielo, viens ici. Je suis venu. Tu es allé voir vaudou? Je dis oui. Tu as fait quoi? Je dis jouer. Quoi? Allez, j'ai eu 9 coups de palmatoire. Lundi suivant, la même question. Danielou, j'ai encore pris les 9 coups. 3e lundi, même chose. Et 4e lundi maintenant, on ne m'a rien demandé. Lundi arrivé, nous sommes rentrés en classe. Je me suis dirigé vers le maître. Bonjour maître. Il dit imbécile. Il m'a laissé finalement. Voilà comment j'ai aimé la musique. J'allais jouer avec les groupes de vaudou tous les week-ends. Après, je vais prier à la mosquée, bien sûr. Ah oui, mais je vais faire vaudou, je vais prier après. C'est un seul Dieu, non? Et c'est le même, non? Au cœur de l'actualité hors de nos frontières, des irrégularités constatées par une mission d'observation en République démocratique du Congo lors de la présidentielle. Pendant ce temps, au Tchad, la nouvelle constitution est définitivement adoptée et en Ukraine, une série de frappes russes a causé de nombreux dégâts, notamment en vies humaines. Le récit, c'est avec Saturnino Bellako. En RDC, la mission d'observation électorale des églises catholiques et protestantes a constaté des irrégularités lors de l'élection présidentielle qui s'est déroulée le 20 décembre dernier. Déclaration faite au cours d'une conférence de presse organisée à Kinshasa. La mission d'observation appelle désormais la Commission électorale nationale indépendante à tirer toutes les conséquences qui s'imposent concernant ces possibles irrégularités. La Cour suprême du Tchad valide définitivement les résultats du référendum pour une nouvelle constitution organisée par la junte militaire au pouvoir depuis 2 ans et demi, une étape clé censée ouvrir la voie à des élections fin 2024 dans le pays. D'après les résultats définitifs, le oui l'a emporté avec 85,90% des voix, tandis que le non a obtenu 14,10% des suffrages avec un taux de participation qui s'élève à 62,8%, a indiqué le président de la Cour suprême lors d'une conférence de presse. Nous sommes venus à Ouagadougou pour échanger. La Russie rouvre son ambassade au Burkina Faso qu'elle avait fermée en 1992. C'est un signe de rapprochement avec ce pays sahélien dirigé par un régime militaire depuis l'année dernière et qui cherche à diversifier ses partenaires depuis sa rupture avec la France. Une série de frappes sur une ville ukrainienne a gravement endommagé de nombreux bâtiments et tué au moins 5 personnes dans la région, selon le chef de son administration militaire. La Russie a lancé des attaques de drones et de missiles sur l'Ukraine très tôt ce 29 décembre. Bilan, au moins 12 personnes tuées et plus de 70 personnes blessées. C'est l'une des plus importantes attaques aériennes depuis le déclenchement de la guerre.
Deux poètes écopent respectivement de 5 ans et demi et 7 ans de prison ferme pour avoir participé à une lecture contre l'offensive en Ukraine. Deux peines prononcées par un tribunal de Moscou. Des milliers de Russes opposants aux citoyens ordinaires comme ces derniers ont été condamnés par les tribunaux pour avoir critiqué l'offensive contre l'Ukraine depuis 2 ans, parfois à des peines particulièrement sévères. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à la même heure et toujours avec ce même plaisir. Portez-vous bien. Bonsoir chez vous.